Bonsoir. Face à l'actu ce dimanche, vous le savez, c'est d'abord le retour sur quelques faits de l'actualité, tels que rapportés par la rédaction de STV. Nous reviendrons évidemment sur quelques grands sujets de la semaine. Nous sommes en période préélectorale. On en parlera grandement dans cette édition à travers nos reporters, aussi bien à Douala, Yaoundé qu'ailleurs. Mais c'est surtout et aussi l'invité de ce soir, et avec lui, nous parlerons diaspora, ambition, retour, investissement, engagement social et influence, l'histoire d'un homme, celle de celui qui est parti du Cameroun pour s'installer au Canada, qui s'est imposé comme entrepreneur, acteur politique, influent et figure de proue d'une communauté en mouvement. Son nom, Franklin Epapé, à travers ses actions, ses entreprises et surtout son forum Impact Diaspora qu'il envisage organiser dans les prochains jours. Il fait donc le pont entre les deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Nord, le Cameroun et le Canada, pour parler en termes de pays, entre l'exil et le retour, entre le rêve canadien et l'impact africain. Comment réussir à l'étranger tout en restant utile à son pays d'origine? Quel rôle pour la diaspora en cette période électorale cruciale? Ce soir, une voix respectée et écoutée nous parle donc sans filtre. Bonsoir, Franklin. Bonsoir. Merci infiniment de vous être arrêté chez nous ce soir. Vous êtes au Cameroun depuis combien de jours déjà? 4 jours. 4 jours, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Merci de me recevoir. Ah ben, c'est le minimum. Je veux dire, c'est un retour centre de contrainte. Vous êtes familier? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes parti? Ça fait bientôt 2 décennies que je suis parti. Environ 20 ans. Oui, environ 20 ans. Vous le retrouvez, le Cameroun, comme vous l'avez laissé, ou alors il y a des changements, Oui, il y a des changements. D'accord. Il y a des changements. J'ai la chance d'être quand même régulier, mais il y a quand même des changements. Donc vous avez quitté le Cameroun pour le Canada et vous êtes imposé là-bas comme entrepreneur, mobilisateur politique, leader communautaire. Aujourd'hui, vous envisagez donc de mettre un pont entre ce que vous avez appris là-bas, ce que vous avez emporté, mais surtout ce que vous voulez ramener ici. C'est un peu votre ambition. D'abord, pourquoi le Canada au départ, votre choix? Oui, bon, à l'époque, quand on parlait immigration, on pensait tous au Canada. Donc, on a toujours pensé Canada. Et ça fait que j'ai eu des gens là-bas qui m'ont beaucoup encouragé à partir au Canada, oui. Y a-t-il une motivation particulière à quitter le Cameroun? Ben, pour beaucoup l'essentiel, personnes prennent le prétexte, la difficulté de trouver de l'emploi, difficulté de le rêve canadien, comme je peux dire. Oui. Et d'autres motivations? Oui, c'était vraiment pour trouver des opportunités au Canada. Et quel était le premier contact, le premier choc à votre arrivée là-bas? L'hiver. Ah, vous êtes allé en fin d'année, c'est ça? Oui, en période d'hiver. En période hivernale la plus rude. Je suis arrivé au Canada, je pense que c'était un 26 février. Il faisait très froid. J'avais jamais vu ça. J'avais mon petit manteau. Mon petit manteau. Et vous vous retrouviez comme dans un réfrigérateur? C'était horrible. Oui, c'était le choc que j'ai eu quand je suis arrivé. D'où le premier défi, l'insertion. Oui. Comment ça se passe? Alors, je pense que nous, on a eu beaucoup de chance au Canada, parce que le Canada a un système communautaire qui facilite l'intégration avec les groupes d'intégration. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'intégrer un organisme qui s'appelle SICAN, Coopération Intégration Canada, où on a un peu appris comment ça se passait dans le pays, en fait. D'accord. Oui. Donc, il y a toujours des challenges. Mais le Canada a ce système-là qui met sur pied, qui permet de pouvoir s'intégrer de la meilleure des façons, je pense. Alors, aujourd'hui, l'essentiel des Camerounais, je présume que là-bas, vous êtes en contact avec beaucoup qui arrivent. Est-ce que les raisons de départ sont les mêmes qu'il y a 20 ans, quand vous partiez? Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui décident aujourd'hui de quitter le Cameroun pour s'installer en diaspora, disons-le, mais singulièrement au Canada, ont les mêmes raisons, ou il y en a d'autres qui se sont ajoutés? Oui, beaucoup d'autres. Moi, à mon époque, quand on voyageait, il y avait beaucoup de travailleurs qualifiés. On partait vraiment sur une base de nos connaissances, de nos compétences et de nos habiletés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres programmes qui font que c'est un peu l'Eldorado. Hein. Tout le monde parle Canada et tout le monde veut partir au Canada. Et parfois, les raisons sont multiformes.
ça peut être le mariage, ça peut être travail temporaire, ça peut être pour les études. Donc c'est vraiment, ça a beaucoup changé depuis mon époque, oui. Et les difficultés d'accès également, visa et autres, elles ont changé, c'est toujours pareil par rapport à... Oui, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que comment est-ce que le Canada procède? On procède un peu par parti politique. Quand il y a un nouveau parti qui arrive, on coupe un peu l'immigration. Quand il y a un nouveau qui arrive, on change un peu la donne. Donc ça a beaucoup changé. Alors les 5 dernières années, les 3 dernières années, il y a une grosse immigration, une grosse augmentation, surtout en termes de Camerounais. On a beaucoup de Camerounais qui ont voyagé les 3 dernières années. Bon, maintenant, ça va un peu... oui, ça va plus se stabiliser, mais on sait qu'après, ça va reprendre. Parce que la vérité, en fait, c'est que le Canada a besoin des gens. Nous restons le 2e pays le plus grand du monde, avec une population d'à peine 40 millions de personnes. On a un voisin qui est à 350 millions. Donc on se dit il faut que nous soyons au moins 50 millions de personnes. Donc les gens vont continuer à voyager pour le Canada. Vous prévoyez que ça va se relancer, mais qu'est-ce qui explique ces changements au niveau du nombre d'étrangers qui entrent? Ce sont des changements en politique intérieure, c'est l'affluence qu'il faut modérer. Qu'est-ce qui peut le justifier? C'est les besoins. Parce qu'en fait, pendant la période de la pandémie, si vous vous souvenez, l'économie était un peu dans un modèle de pause. Right? So, quand la pandémie est finie, on a eu besoin de la main-d'œuvre, d'une grosse main-d'œuvre, alors on a ouvert les portes. Alors les gens sont entrés avec beaucoup de programmes divers, travailleurs temporaires, avec des contrats fermés pour aider une certaine économie à cette période bien précise. Donc maintenant, ce n'est pas qu'on n'a plus besoin de ça, mais on a un peu diminué. Parce que malheureusement, l'immigration vient avec ses challenges, right? On avait pensé, oui, il faut faire venir les gens, mais il faut se les accommoder. Donc il y a eu beaucoup d'Indiens qui sont entrés, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, mais à l'intérieur, on a aussi beaucoup de challenges. Les maisons sont devenues hyper chères. Donc l'accommodation de ces nouveaux arrivants a été un peu compliquée. Donc maintenant, il fallait quand même mettre une pause avant de voir comment on va relancer. D'accord. Alors, vous dites que c'est tout secteur qui sont tous les secteurs qui sont dans le besoin en termes de main-d'œuvre. Il n'y a pas que le travail. Quelles sont les autres facilités, opportunités, axes d'insertion? Alors, en termes de secteur, effectivement, c'est peut-être une des raisons. On va parler de Impact Diaspora plus tard. À un moment, le secteur qui avait vraiment le vent en poupe et qui continue à avoir, c'est le domaine de la santé. Parce que nous, on a toujours de grosses pénuries en termes d'infirmiers, en termes de médecins. Donc, et l'enseignement aussi, par exemple. On a une grosse pénurie au Canada. Donc, on a eu beaucoup d'enseignants camerounais, malheureusement, qui sont entrés au Canada, et beaucoup d'infirmières aussi, mais aussi d'autres. En termes d'agriculture, on a souvent des gens qui viennent dans les programmes temporaires avec des professionnels et dans la construction aussi. Donc, ça dépend vraiment, c'est ouvert. C'est ouvert les secteurs. Cela dit, une fois à l'intérieur, comment est-ce que ces diasporiens, ces étrangers s'organisent-ils? En communauté, ou alors se réfèrent-ils à des agences, des entreprises de placement, d'orientation, comment ça s'harmonise à l'intérieur? Oui, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que le Canada a développé un modèle communautaire que nous-mêmes on a trouvé là-bas, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'argent que le gouvernement fédéral reverse à ces communautés-là. Les organismes d'intégration touchent une bonne partie de cet argent pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. D'où ces communautés-là aussi qui facilitent les choses pour les leurs. Parce qu'en fait, on a trouvé un système qui était fait de façon à ce que nous, on peut accueillir les nôtres. Right? Parce que le système dans le passé que nous avons appris au Canada, c'est qu'il y avait eu il y avait un gros choc culturel quand les gens arrivaient à l'époque. Donc maintenant, on a cette facilité-là d'avoir des organismes qui reçoivent les francophones, qui reçoivent les haïtiens, qui reçoivent les anglophones. Oui, c'est comme ça que le gouvernement fédéral a décidé un peu de faire les choses. Et ça marche très bien. Alors comment fait-on pour passer d'immigrants à influenceurs communautaires, comme c'est le cas par exemple pour vous? Alors nous, on a compris qu'il fallait aider sa communauté en fait. Il fallait aider sa communauté. On a eu des gens qui nous ont accueillis dans ce pays, qui nous ont appris c'était quoi le Canada, qui ont facilité notre intégration. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire pareil.
Donc ça fait que jusqu'à aujourd'hui, on continue à accueillir beaucoup de personnes et beaucoup de Camerounais. Donc c'est simplement de donner un coup de main à quelqu'un qui vient d'arriver et lui expliquer comment ça se passe. Moi, je pense que le Canada est un pays d'opportunités. Alors aujourd'hui, je peux accueillir, je ne sais pas moi, Patrick et Papé, et puis j'ouvre une ou deux portes, et demain, il devient quelqu'un de grand parce que c'est un pays d'opportunités. Donc c'est ça que nous on fait et qu'on continue à faire. Et c'est ça qui nous a donné la possibilité d'être ce leader-là, aider les gens qui sont dans le besoin en fait. Par ailleurs, il y a un véritable problème en général, du moins pour les Camerounais, qui n'ont pas la double nationalité. Je veux dire que quand vous êtes en diaspora à l'étranger et que l'environnement dans lequel vous évoluez vous impose de prendre une autre nationalité, vous n'avez pas les mêmes réalités qu'un Camerounais d'ici. Comment vous le percevez? Quels sont les freins que vous vivez au quotidien, ou du moins que ceux qui sont dans cet état, dans cette situation et que vous connaissez vivent? Et s'il y a peut-être un message envoyé aux politiques, comment est-ce que réguler ou régulariser tout ça à travers un décret, à travers une loi? Voilà un peu l'essentiel à... Oui, honnêtement, c'est un challenge. Okay. C'est un challenge parce que quand vous êtes au Canada, que vous êtes arrivé par exemple comme résident permanent, la 4e année, vous êtes citoyen canadien. Mais c'est clair qu'on veut toujours faire les choses avec son pays d'origine. Alors vous perdez un peu la nationalité camerounaise parce qu'on n'a pas la double nationalité. Et puis vous faites face à un certain nombre de challenges. Mais la vérité aussi, c'est que, à mon humble avis, le Cameroun essaye de nous accommoder. Ce n'est pas encore ça, parce qu'on ne peut pas encore dire qu'on... J'aurais souhaité être comme un Ivoirien et utiliser... Quand je viens au Cameroun, je n'ai pas besoin de prendre de visa. Je peux vous dire, le Cameroun a l'un des visas les plus chers. Et moi, ça me coûte extrêmement cher parce que je prends le super visa, celui qui sort dans les 2 jours, qui te revient à 240 €. En dollars canadiens, ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà déjà des blocus. Si vous pensez que vous voulez venir avec toute une famille au Canada, au Cameroun, si vous êtes une famille de 6-7, c'est déjà compliqué. Donc oui, c'est un appel au gouvernement de penser fortement à cette double nationalité parce qu'il y a beaucoup de freins. Mais aussi, vu qu'on est résilient, on essaie de continuer à être positif et à penser que oui, ce moment viendra où je pourrai voyager tranquillement avec ma carte d'identité camerounaise parce que je suis Camerounais. Être Canadien ne veut pas dire qu'on n'est plus Camerounais. Tu es toujours Camerounais, mais tu as cette barrière qui est ton passeport canadien qui te permet effectivement de te déployer au Cameroun. Donc c'est comme un appel, un plaidoyer? Oui, c'est un appel, c'est un plaidoyer, c'est un besoin, c'est une réalité. On veut vraiment que le gouvernement pense à ça. Alors les jeunes Camerounais d'origine, alors les jeunes Canadiens d'origine camerounaise, c'est-à-dire ils peuvent être nés là-bas ou ils ont acquis la nationalité, mais ils sont tout jeunes. Comment perçoivent-ils leur pays? Quel regard jettent-ils? Ont-ils cette volonté, cette ambition de souvent revenir, de se réinvestir, de se réinventer, d'accompagner le développement, l'éducation et qui sait peut-être la santé de leur pays? Ou se disent-ils, vraiment on a tourné la page, l'avenir c'est devant, on vit le Canada, on continue au Canada et on n'a plus rien à faire avec tout ce qu'on a laissé derrière? J'adore cette question parce que c'est nos réalités en fait. D'accord. Moi j'ai des enfants là-bas, j'ai 3 enfants qui sont nés au Canada. Okay. Et mon devoir, c'est de leur faire connaître le Cameroun. Ce que nous on a trouvé là-bas, malheureusement, te disent que bon, écoute, nous on ne connaît pas le Cameroun, on voit le Cameroun à la télé et on ne veut pas aller au Cameroun. Alors le travail que nous faisons, c'est ça qui fait partie, qui apporte le leadership communautaire, c'est de leur faire comprendre que non. Il y a de très belles choses qui se passent au Cameroun. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez dans Facebook. Right? Il y a d'autres réalités. Il y a beaucoup de choses intéressantes. D'où le forum. Les motiver à revenir au Cameroun, à investir au Cameroun. Moi, on me demande toujours si je suis contre l'immigration. Je ne suis pas contre l'immigration. Mais je suis pour que ceux qui voyagent, qui ont eu la chance comme moi, puissent revenir. Vous allez être surpris. Hein? Ça fait 2 décennies que je suis là-bas. Moi, j'ai accueilli des gens, ça fait 6-7 ans qu'ils sont. Les Camerounais qui sont au Canada sont fâchés quand les Camerounais arrivent au Canada. Ah non. Ceux qui sont ici sont fâchés que les Camerounais partent au Canada. Nous, on essaie de jouer le juste milieu. Je l'ai dit tout le temps, écoutez, c'est notre pays, mais sans vraiment être le pays. Même si on prend tous les Camerounais là, vous n'allez même pas remplir le Manitoba, qui est l'une des provinces. Donc non, je suis vraiment pour l'immigration, mais pour cette immigration-là qui peut revenir et investir dans notre Cameroun. D'accord. Oui.
On va prendre la première pause de l'émission. On revient derrière pour la suite. Regardons ce reportage ensemble. Cette session parlementaire de juin qui s'achève était la dernière avant l'élection présidentielle attendue pour octobre 2025. Dans son discours de clôture, l'honorable Kavaye Djibril a demandé aux parlementaires de mobiliser autant que possible les électeurs afin qu'ils aillent massivement aux urnes le moment venu. Cette mission consiste à identifier la sensibilisation, appelant au rythme et à la sérénité durant toutes les opérations électorales. En somme, nous avons pour mission de sauvegarder la paix et l'unité nationale, deux valeurs dont le Cameroun aura toujours et toujours besoin. Au-delà des joutes électorales, la paix et l'unité sont essentielles pour poursuivre l'œuvre de construction de notre pays. Dans le bilan, il s'est agi d'une session au cours de laquelle les élus de la nation ont examiné et voté 3 projets de loi et tenu une séance d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026. À cela, il faut ajouter quelques activités extra-parlementaires sous la conduite des députés. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, réunie en congrès avec le Sénat, a reçu le serment de Oulindongo Monique, nommé membre du Conseil constitutionnel par le chef de l'État le 8 avril 2025. Retour sur le plateau avec Franklin et Papet, je l'ai dit, hein, on essaie de parcourir avec lui les réalités que vit la diaspora camerounaise hors de nos frontières, et notamment et singulièrement au Canada. Vous savez, c'est un pays qui, pour ces dernières années, a vu arriver un lot assez important de Camerounais. Je pense que les dernières statistiques mettent d'ailleurs l'immigration camerounaise parmi les premières nations, sinon la première au Canada. C'est donc un peu le prétexte. Et aussi, il organise donc un pont, un forum, on va en parler dans les prochaines minutes, entre les deux pays. Mais une fois au Canada, vous avez créé une structure dans le secteur des soins de santé à domicile au Canada. Pourquoi ce choix? Je veux dire, l'intérêt de la question, c'est de savoir si c'était la voie la plus facile en termes d'insertion, en termes d'intégration, ou c'était l'un des besoins les plus importants là-bas, ou qu'est-ce qui peut... Oui, c'est comme un combo, c'est un peu de tout, right? Parce que moi, j'ai eu mon père qui a fait un AVC, et puis qui était à la maison, et ma mère s'occupait de lui, et je me disais toujours, probablement, si je suis dans le domaine de la santé, je peux changer la façon dont on donne les soins. Alors, quand j'arrive au Canada, c'est... Il a fait un AVC au Cameroun? Oui, au Cameroun. D'accord, avant votre départ? Avant mon départ, oui. Alors, quand j'arrive au Canada, c'est très poussé, les soins à domicile. C'est une norme. Il y a beaucoup d'argent que le gouvernement investit pour les soins à domicile. Parce que, guess what, si quelqu'un dort à l'hôpital, ça coûte extrêmement cher au système de santé. Alors, ils ont développé un système de soins à domicile qui fait en sorte que ça revient plutôt moins cher si vous êtes à la maison. Alors, c'est tout ça qui me donne les idées. Et puis, la vérité, en fait, aussi, c'est qu'à cette période-là, c'était un peu plus facile. Pas facile, mais il y avait plus d'opportunités quand on était dans le domaine de la santé. Oui, c'est comme ça que je décide donc de créer Ben Service de santé de soins à domicile. Et quel sens donnez-vous à ce type d'engagement? C'est d'abord un peu corriger ce que vous avez vécu à travers votre papa, ou alors vous dire, au regard des nécessités, au regard des besoins, chaque minute compte pour venir. Quel est le sens que vous donnez à ce type d'engagement? Oui, quand vous dites chaque minute compte, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Parce qu'en fait, je vous donne l'exemple du Cameroun. D'accord. 75% des gens décèdent dans la maison. 75%, c'est les statistiques. Au Canada? Ici. Au Cameroun, ici. Oui, ok. Parce que là, on va faire le lien. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à refaire ça ici? Au Canada aussi, c'est pareil. On a les soins à domicile. Et dans les soins à domicile, on a ce que nous on appelle les soins palliatifs. La famille décide souvent de
permettre aux gens, aux proches, de passer les dernières journées à la maison. D'où les soins à domicile. Parce qu'on a un infirmier qui, si le parent est palliatif, on a un infirmier qui va être sur son chevet, qui va l'accompagner à décéder auprès de sa famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que c'est un besoin réel. C'est un besoin réel de pouvoir accompagner un proche. Vous savez, il y a les maladies aiguës, il y a les maladies chroniques. On sait déjà qu'on va mourir. Alors, on veut souvent créer un environnement meilleur pour quelqu'un, pour les jours qui lui restent. Alors, c'est ça la particularité des soins à domicile. Donc, ça nous donne vraiment cette opportunité-là d'accompagner quelqu'un qui est malade dans son environnement, d'avoir un meilleur accompagnement. Et quels sont les obstacles que vous rencontrez à l'entrée d'un secteur comme celui-là, d'une activité comme celui-là? Est-ce que là-bas on ne se dit pas c'est une activité sensible réservée uniquement aux nationaux? Est-ce qu'il faut avoir un temps d'existence, de présence dans le pays? Quels sont les obstacles là? Au départ, oui. Les obstacles, c'était ça. Ça existe toujours. Mais le besoin, vous voyez, le besoin est énorme. C'est la réalité du terrain. Oui, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on essaie de prendre les infirmières ou les professionnels de la santé partout dans le monde. Parce que les réalités sont le besoin. Je vais vous raconter quelque chose. Le Canada a ce qu'on appelle les baby boomers. C'est quoi les baby boomers? À une époque au Canada, dans les années 40, le pays motivait les familles à avoir beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, ces enfants-là sont déjà vieux et ils ont besoin des gens qui s'occupent d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces professionnels de la santé-là pour accompagner ces aînés-là dans les vécus, dans leur vie quotidienne. Il y a un besoin réel. Et je vais enchérir en vous disant que l'espérance de vie canadienne est assez élevée. On est rendu à 84 ans. Et on ne vieillit pas toujours en santé. Right? Donc on a besoin des professionnels de la santé pour accompagner ces gens-là. Est-ce que c'est pareil pour les autres secteurs? Je veux dire, en termes d'urgence, en termes de besoins, en termes de main-d'œuvre nécessiteuse, comment se passent d'autres secteurs d'activité? Vous pourrez peut-être les citer aussi. Oui, alors, le domaine de la santé, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que je venais de vous parler des baby boomers, right? Qui est l'expérience de vie. Le domaine de l'enseignement, là-bas, c'est aussi un domaine où on a un gros besoin, mais qui évolue aussi par vague. Par période, on a besoin de beaucoup de personnes. Après, ça slow down un peu. Maintenant, comme on a un climat qui est un peu rude, là, parce qu'on a 6 mois d'hiver, et ensuite on a 6 mois où il fait beau, donc on a besoin des gens dans la construction, dans l'agriculture, dans tous les domaines en fait. On a vraiment besoin des gens dans tous les domaines, mais c'est sûr un peu. Alors, peut-on créer une entreprise, vous l'avez certainement fait, en diaspora et être à l'aise de rester connecté à ses racines? Comment faire ce pont? J'ai envie de vous demander les barrières qui, aussi bien là-bas qu'ici, est-ce que les Canadiens ne sont pas jamais de se dire attention, il fait partie de notre dollar canadien vers l'Afrique, ça va nous faire des manquements? Est-ce qu'ici, les pouvoirs publics ne se disent pas attention, il veut prendre une part de marché qui pourrait être intéressante? Est-ce facile pour un diasporien, qu'il soit au Canada, comme votre expérience, ou ailleurs? Il y en a plein ici au Nigeria. Je crois que le Nigeria est la première destination africaine des Camerounais. Il y a en Europe aussi. Pour revenir sur la question. Non, c'est pas facile du tout. C'est même plutôt très difficile. Il faut être super résilient. Quand moi j'ouvre ma structure en 2015, je suis avec 2 autres partenaires. Ça se Camerounais? passe pas bien. Oui, Camerounais. D'accord. Ça se passe pas très bien, on se sépare. J'ouvre à nouveau en 2017. De 2017 à 2018, on n'a même pas un client. Ok. On n'a personne. Dans le secteur des soins de santé, comme vous l'avez dit. Dans le secteur des soins de santé. Okay. On n'a même pas un client. Et ensuite, donc, on commence à avoir notre premier client qui est satisfait, qui nous permet d'avoir le deuxième. Malheureusement, après, on a la pandémie qui arrive. Ah oui, absolument. Tout s'arrête. Ah, absolument. Et après, on se rend compte... secteurs les plus touchés. Oui, très touché. Mais après, on se rend compte que, oh, tiens, le virus était nosocomial. Quand les gens étaient à l'hôpital, c'est là-bas que ça allait dans tous les sens. Peut-être c'est un peu bien de rester à la maison. Donc après la pandémie, le business redécolle. C'est sur cette base-là que je décide d'amener Benz au Cameroun. Mais les challenges au Cameroun étaient simplement horribles.
Il y en avait plus ici que là-bas. C'était grave. Moi, je me souviens quand j'ai ramené les ambulances. Vous avez fait des dons d'ambulances au Cameroun? Non, j'ai ramené les ambulances ici pour ma structure, qui est ici au Cameroun. Et j'ai la dame du port 5, j'ai jamais oublié ça, qui me regardait dans les yeux. Je disais, madame, on va sauver des vies. Elle m'a dit, non, 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 non. Ça se passe comme ça. J'ai payé l'ambulance pour ma mère qui était de 100 000 marcs jusqu'à Yaoundé. Monsieur, vous allez payer. C'était horrible. C'était pas une bonne expérience. Mais on a été résilients et avec le soutien, c'est pas tout le monde qui vous met les bâtons dans les roues, mais avec le soutien des proches, de la famille et surtout de mes partenaires, on a réussi à mettre la structure sur pied ici au Cameroun. Quelles sont les erreurs à éviter? Venir faire l'étude du marché d'abord. Ah, d'accord. Et de ne pas jouer son diasporien là. Ah, venir entrer dans les réalités du Cameroun. Ne viens pas jouer, je suis canadien, machin, tu vas te casser la gueule. Non, 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 non. Venir comprendre. J'ai l'une de mes partenaires, le docteur Annie Gabala, qui disait toujours, partenaire, viens regarder les réalités du terrain. Parce que quand tu viens, c'est des rêves. Hein. C'est des rêves, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu essaies un tout petit peu, tu vois que ça marche. Non, il y a les réalités du terrain. Il faut d'abord les connaître. Alors, ces réalités sont-elles plus importantes là-bas qu'ici? Je veux dire, il est plus facile d'ouvrir les portes où? Au Canada. Au Canada. Au Canada, si on a la chance d'avoir un mentor ou quelqu'un qui nous accompagne, c'est plus facile. Ici, je ne sais même pas où se trouvent les mentors d'abord à la base. Vous voyez un peu. Et pourtant, là-bas, le système est un peu plus facile. Si vous voulez faire dans le domaine de la santé, vous voulez faire dans l'enseignement, vous voulez être entrepreneur, il y a des facilités. Il y a des gens qui vous accompagnent, il y a des programmes qui vous accompagnent, il y a des organismes qui vous accompagnent. Par contre, ici, c'est un peu plus complexe. Pas d'accompagnement ici, pas de mesures incitatives, pas de... Je veux dire, c'est plus compliqué? Oui, je trouve que c'est un peu plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. La preuve, aujourd'hui, on a des partenariats avec le ministère de la Jeunesse qui accompagne les jeunes que nous souhaitons accompagner. Oui, ça existe. Juste que ça aurait pu être un peu plus souple, à mon humble avis. Alors, et vous, est-ce que c'est limité en termes de territorialité? Je veux dire, uniquement sur Douala, Yaoundé, ou alors repartir à travers le pays? Oui, pour vos actions? Les actions sont vraiment à travers le pays. D'accord. Oui, c'est vraiment à travers le pays. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup fait à Yaoundé. On a organisé les campagnes de santé à Yaoundé où on a aidé 2, 3, 4 000 personnes en partenariat avec les mairies comme la mairie de Yaoundé 5. Donc c'est vraiment sur l'étendue du territoire. Je suggère qu'on prenne le deuxième reportage de ce soir et on poursuit notre échange juste derrière. Comme à la Chambre basse, le président de la Chambre haute, à travers la voix du vice-président, le sénateur Aboubakari Abdoulaye, a appelé les Camerounais à la paix dans ce contexte électoral délicat. J'en appelle donc à notre responsabilité en tant que représentants du peuple, afin que plus que jamais nous soyons les gardiens et défenseurs des valeurs républicaines autour desquelles le Sénat a construit son identité. Ces valeurs, faut-il le rappeler, ont notamment pour nom la paix, la sécurité, le développement, l'unité nationale, le vivre ensemble et l'intégrité territoriale de notre pays. Dans le discours de clôture de session, il a particulièrement interpellé les candidats à l'élection présidentielle afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Je lance un appel républicain et solennel à tous les candidats pour qu'ils offrent au peuple camerounais un scrutin apaisé avant, pendant et après la campagne électorale en vue de l'édification d'une nation stable, unie, prospère et démocratique. Dans le bilan de la session au Sénat, l'on note l'organisation de la toute première journée d'échange avec les associations fêtières des collectivités territoriales décentralisées. Des journées d'échange qui s'inscrivent désormais dans l'agenda de la deuxième session ordinaire de l'année législative du Sénat. Également, la tenue du traditionnel forum d'échange avec la Chambre des comptes de la Cour suprême. Les élus de la nation ont examiné et voté 3 projets de loi et tenu une séance d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, réunie en congrès avec le Sénat, a reçu le serment de Oulindongo Monique, nommé membre du Conseil constitutionnel par le chef de l'État le 8 avril 2025. Retour sur le plateau pour parler à présent d'investissement et de développement avec l'invité.
Alors, vous organisez le forum Impact Diaspora. D'où vous vient cette idée? C'est votre expérience là-bas qui vous suscite de venir résoudre certaines défaillances ou certains problèmes ici? D'où part l'idée et comment est-ce que vous la schématisez pour la mettre en œuvre? Alors, nous avons pensé à ce projet avec des partenaires il y a 10 ans. D'accord, des partenaires camerounais? Non, des partenaires camerounais. Ok, d'accord. On a pensé le projet il y a 10 ans passés et puis on s'est dit qu'on pouvait le matérialiser. Alors avec d'autres partenaires, on a créé Africa Development Network et qui nous donnait en fait la possibilité d'aider les entrepreneurs afrodescendants. Donc on a intéressé le gouvernement fédéral canadien qui nous a trouvé des fonds pour réaliser un certain nombre de choses. On a mis sur pied les programmes entrepreneuriaux, pré-incubation, incubation et accélération pour accompagner les entrepreneurs afrodescendants, comme on nous appelle là-bas. Alors, le plan était d'avoir 200, mais on a doublé les nombres et on a eu beaucoup de success stories. Alors, on a eu la chance de s'asseoir avec la ministre du Commerce international à l'époque, qui s'appelait Marianne, qui a dit, écoutez, j'aime ce que vous faites, essayez de voir si vous pouvez l'exporter. C'est sur cette base-là qu'on a pensé et on a mis sur pied le Impact Diaspora International Business Forum. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons déjà les entrepreneurs ici, comment est-ce qu'on peut aider notre continent? Alors il fallait créer ce pont-là qui nous donne la possibilité de ramener des investisseurs au Cameroun et donner la possibilité aux jeunes qui rêvent, aux investisseurs qui souhaitent avoir les partenaires de pouvoir se connecter. Parce qu'il y a des accords étatiques, mais c'est souvent un peu plus complexe. Par contre, nous, on peut jouer notre rôle en tant que diaspora, d'être ce pont-là qui peut effectivement faciliter les choses. Plus fluide. Oui, plus fluide, oui. De mettre les deux entités en branle. Oui. Alors, quel type d'acteurs vont se rencontrer dans ce forum-là? Vous l'avez dit, c'est Forum Impact Diaspora. D'abord, c'est quand? Le 18 et le 19 juillet. Au Cameroun. Au Cameroun. À Douala. Qui sont les acteurs? Qui sont ceux qui seront réunis là? Oui, alors nous avons tout le monde. Tout le monde. D'abord déjà, les partenaires qui viennent du Canada. Nous avons un partenaire comme Dan Klink, qui est le directeur général et propriétaire de East African Power, qui est une structure qui se trouve, une structure canadienne, qui se trouve au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, qui est en train de signer l'un des plus gros deals. Dans quel secteur? Énergie renouvelable. D'accord. Énergie renouvelable et tout ce qui est énergie. Ils sont en train de faire l'un des plus gros deals de 250 millions de dollars en ce moment au Congo. Donc c'est ces partenaires-là que nous ramenons au Cameroun. En dehors de Dan Klink, nous avons un autre partenaire qui vient dans le domaine de l'agriculture, agritechnologie. Nous ramenons dans le domaine de l'éducation, nous avons pensé qu'avec tout ce que nous faisons, les Camerounais qui voyagent, qui veulent comprendre le Canada, nous ramenons le plus grand conseil francophone canadien au Cameroun pour voir comment est-ce que les écoles ici peuvent travailler avec les écoles au Canada. Et dans le domaine des constructions, donc nous avons un peu ces partenaires-là, nous avons essayé d'élargir en fait. Maintenant, la particularité, et c'est pour ça que nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse, c'est les jeunes start-upers, les jeunes qui ont des entreprises, qui rêvent, qui veulent avoir des fonds, des financiers, des partenaires. Nous travaillons aussi avec eux. Et nous avons aussi pensé à la culture. Donc nous sommes en train de développer ce qu'on appelle cultural business, où un chef peut avoir un projet pour sa communauté, présenter à nos partenaires, pour voir s'ils peuvent être intéressés à investir dans ce projet-là. Nous l'avons déjà fait ailleurs, donc nous pensons que nous allons être en mesure de le faire au Cameroun aussi. Alors, quels sont vos interlocuteurs ici? Vous avez dit le MINJEC, le ministère de la Jeunesse. Quels sont vos autres investisseurs, qui sont peut-être étatiques, mais également en termes de personnes privées? Est-ce que vous avez des contacts locaux déjà qui adhèrent à ce programme, forum, pour essayer de nouer donc les partenariats entre les deux? Oui, nous avons l'API. Okay, L'API qui a une base de données assez intéressante des projets que nous pouvons réaliser dans ce pays. La mairie de Douala, effectivement, qui a aussi des projets... La mairie de la ville. La mairie de la ville, qui a aussi des projets assez intéressants. Et nous avons aussi des partenaires qui nous apportent des projets faisables. Malheureusement, les challenges que nous avons souvent, et c'est ce que nous avons eu au Kenya, il y avait beaucoup de projets intéressants
qui sont venus, mais beaucoup de projets aussi étaient un peu dans la tête. Il n'y avait pas encore eu un certain nombre d'expertises qui avaient été faites pour ces projets-là. Donc nous encourageons tout le monde à venir le 18 et le 19, pour ceux qui ont des projets, à venir rencontrer nos partenaires. C'est pour ça que nous sommes là. C'est des gros portefeuilles et ils sont vraiment intéressés à investir au Cameroun. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que finalement, peut-être c'est un peu grâce à Donald Trump, le Canada comprend la valeur de l'Afrique. Ça a pris du temps. Alors, le Canada est en train de mettre sur pied sa stratégie avec l'Afrique, comment travailler avec l'Afrique. Et dans cette stratégie-là, il y a un volet diaspora. Alors nous capitalisons un peu sur ça pour amener les entrepreneurs à investir dans nos pays d'origine. Alors ce qui nous revient souvent, c'est la perception que les étrangers ont du Cameroun, c'est de dire voilà un pays où l'économie stagne, l'alternance politique empêche d'investissement à long terme. Quand bien même on est prêt, on a franchi ces barrières-là pour investir. C'est la corruption à tous les paliers, donc compliqué d'avoir de sérieux projets. À côté de cela, la main-d'œuvre n'est peut-être pas toujours qualifiée en termes d'expertise. Il faut investir dans des projets plus lourds. Bref, il y a un tas de raisons qui nous donnent de croire que la perception que l'étranger a du Cameroun n'est pas toujours positive. Comment convaincre un investisseur, donc étranger, notamment canadien, oui, à venir mettre son argent ici? Je veux dire que, prenant tous ces risques, pour qu'il vienne quand même et qu'il sait peut-être derrière, est-ce qu'il rentre dans son investissement? Ça, c'est, je pense, la plus belle des questions. Parce que c'est le premier challenge que nous avons. C'est le premier challenge parce que beaucoup de pays en Afrique, pour nous, Canadiens, sont un peu dans le rouge. Hein, et le Cameroun en fait partie. C'est pas un secret. Malheureusement, c'est assez difficile de convaincre un investisseur de venir investir au Cameroun. Mais on leur montre quelques exemples. On leur dit, bon, écoutez, si c'était aussi mauvais que ça, les Chinois n'allaient pas venir. Ah ouais. Ils n'allaient pas venir au Cameroun. Et ça conduit à s'étendre. Ils sont nombreux, ils sont nombreux ici. Vous avez les Libanais qui sont très bien implantés. Et les Russes même qui commencent à regarder comment ça se passe. Oui, il y a beaucoup de challenges, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et puis, il y a aussi un certain accompagnement qu'on ne connaît pas. L'API, je pense que... ils font un bon... L'agence de promotion des investissements. Oui, ils font un travail magnifique, parfois qui n'est même pas connu. Parce que quand moi-même je venais au Cameroun comme investisseur, je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est après, quand je me suis assis avec le directeur qui m'a dit « Non, on pouvait t'accompagner à faire ceci en termes de taxes. La première année, voilà les facilités que nous mettons sur pied. » Alors nous appuyons un peu sur ces partenaires-là pour encourager l'investisseur à venir. Ce n'est pas toujours rose, mais tout n'est pas noir non plus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire au Cameroun. Quels sont les secteurs les plus attractifs quand vous vous intéressez à notre pays? C'est pas le football. Oui. Bon, je le dis pour rire. Mais bon, je veux dire, quels sont les secteurs qui intéressent le plus? Alors, moi, je pense que l'agriculture. D'accord. Oui, l'agriculture, c'est quelque chose qui intéresse moi particulièrement et mes partenaires. Et puis, on a des partenaires qui ont des technologies très poussées. On pense que leur amener ici va beaucoup aider. Maintenant, l'énergie. Tout le monde connaît les challenges que nous avons souvent avec Eneo. Et on voit comment ils ont pu changer des choses au niveau du Rwanda et au niveau du Kenya. On se dit, si on ramène ça ici au Cameroun, ça peut vraiment aider la population en elle-même. Maintenant, dans beaucoup d'autres domaines, nous sommes en train d'espérer que nous allons faire un projet, probablement avec la Maïture, construire peut-être 50 000 logements. Nous sommes en train de voir avec nos partenaires la faisabilité. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Donc, raison pour laquelle nous sommes ouverts à tous ces projets-là. Et vraiment, nous sommes ouverts à tous les secteurs. Avez-vous des exemples concrets? Je veux dire, pour ne pas donner l'impression que vous nous vendez du vent. Oui, et c'est pour ça que nous sommes venus. Parce que, en fait, moi, je souhaite que le vin, parce qu'on a le forum le 18 et le 19, que le vin, on regarde, on dit, ah, ce n'est pas un forum comme les autres. Voilà quelque chose qui a changé. Donc, mon partenaire de East African Power, Dan Klink, est en train de venir. Et nous avons un autre partenaire ici sur place, Eclipse. On est en train d'espérer et on souhaite financer une chocolaterie à hauteur de 3 millions de dollars pour pouvoir... on va financer cette chocolaterie-là pour leur donner la possibilité, effectivement, de capitaliser et d'accroître leur rentabilité. Ils vont payer sur 15 ans. Et ils peuvent avoir ce que l'on dit soit un break-even
sur 5 ans. Ça, c'est un projet concret. Il y a d'autres projets que nous avons. Je ne vais pas tout dévoiler à la télé, là, aujourd'hui. Dans le secteur de l'éducation. Oui, dans le secteur de l'éducation, effectivement, avec nos partenaires qui sont en train de venir, même dans le secteur de l'agriculture. D'accord. Oui. Retournons à la régie. Monsieur la maestra Adonis Yamen qui réalise ce programme pour poursuivre avec les reportages. Et cette fois-là, on va revenir parler du regard que la diaspora porte sur la politique intérieure en cette période électorale. Reportage. Les modalités de convocation du corps électoral sont fixées par l'article 86 du Code électoral. Alinéa 1. Le corps électoral est convoqué par décret du président de la République. Alinéa 2. L'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins, c'est-à-dire... La dernière fois que les élections ont eu lieu, c'était en octobre, je crois que c'était entre le 7 et le 8 octobre. Maintenant, si vous comptez 90 jours, ça tombe entre le 12 et le 19, ou bien entre le 12 et le 17. Il y a une différence de 5 jours. Pourquoi? Parce qu'on se refait sur la dernière élection et l'avant-dernière élection. L'avant-dernière élection avait eu lieu, je crois, le 12 octobre. Et la dernière élection avait eu lieu le 7 octobre. Il y a une différence de 5 jours. C'est pour ça qu'on se situe dans cette période-là. Donc voilà concrètement ce que la loi dit. Une fois le corps électoral convoqué, la révision annuelle des listes électorales est suspendue conformément à l'article 75 alinéa 2. L'opération électorale démarre suivant les étapes prévues au chapitre 7 des dispositions communes aux élections. Il y a un certain nombre d'événements qui se passent. Notamment, on va les retrouver à partir de l'article 123 du Code électoral qui prévoit que 10 jours après la convocation du corps électoral, les candidats déposent leur candidature. Et ces candidatures sont déposées au Conseil d'Élecam. Maintenant, Elecam doit rendre sa copie au moins 60 jours avant la date des élections. Pourquoi 60 jours? Parce que après avoir publié sa liste, il peut avoir des contentieux préélectoraux. Par exemple, les listes qu'on aurait rejetées, ceux-là vont se pourvoir devant le Conseil constitutionnel. Après la période de contentieux électoral, devant le Conseil constitutionnel, on entre maintenant on revient maintenant à l'article 187 où la campagne officielle entre véritablement de plein pied. La campagne électorale est prévue officiellement pour 15 jours et cette campagne électorale va se terminer à minuit de la veille du jour de l'élection. Par ailleurs, le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu'un jour, article 86 alinéa 3 du Code électoral. Élection présidentielle oblige, donc on ne peut ne pas parler de cet aspect-là. Alors, quel est le profil de notre diaspora, la diaspora camerounaise au Canada? On l'entend très peu autour des organisations comme la BAS, la Brigade anti-Sardinat. Mais est-ce que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, de partisanat, quel est son profil pour commencer? Il y a l'opposition. C'est vrai que l'une des choses que les Camerounais font beaucoup au Canada, avec les années qui se passent, c'est intéressant aussi beaucoup à la politique canadienne d'abord. Parce que nous vivons là-bas, nos enfants vivent là-bas. Donc on a compris. Ils sont impliqués? Oui. Okay. De plus en plus impliqués dans la politique canadienne. Parce que moi j'ai eu la chance d'être parmi les gens qui ont vraiment fait élire le Premier ministre canadien. Okay. Donc ça fait qu'on est très impliqués d'abord dans la politique canadienne. Maintenant, oui, en tant que... Pardon, avant de parler, ce que je veux savoir c'est, y a-t-il des Camerounais d'origine qui se portent également candidats aux élections locales là-bas? Oui. Ah d'accord. Oui. Qui remportent des élections Oui, qui remportent des élections. Bon, pour le moment, en ce moment, on n'a personne sur la table. D'accord. Mais on a beaucoup de candidats qui se sont présentés ces dernières années. On avait eu Maka Koto qui a été quand même député provincial, fédéral, ministre.
Et puis, oui, on a des Camerounais qui sont quand même très, très impliqués dans la politique canadienne. Alors, je vous laisse poursuivre pour l'autre aspect. Alors, mais en ce qui concerne la politique camerounaise pour nous, malheureusement, qui n'avons pas le droit de vote ici au Canada, au Cameroun, il y a on peut faire aussi des débats, hein. on peut vouloir le changement, on veut que les choses changent, on veut que le pays avance, mais nous pensons aussi qu'on peut avoir une transition pacifique. Donc, d'où la base et autres, je n'ai pas vu ça retentir au Canada. Oui, il y a des gens qui sont partisans du MRC, il y a aussi des gens qui sont super partisans du RDPC. Donc nous restons un peu dans cette politique-là où nous souhaitons que les choses changent, mais dans la calmie, dans la paix. Si vous êtes pour le RDPC, c'est votre droit le plus absolu. Si vous êtes pour le MRC ou encore pour l'UNDP, c'est vraiment votre droit le plus absolu. Est-ce qu'en ce moment, les Camerounais de là-bas sont-ils mobilisés pour cette élection? Je ne peux pas parler pour tous les Camerounais, mais je pense que oui. Super mobilisé, non, parce qu'on est quand même limité. Absolument, à l'action, on ne peut pas voter. J'aurais aimé être à mesure, d'où la double nationalité, être à mesure de donner ma voix à quelqu'un qui va représenter l'entièreté de ce pays. Mais je suis limité, donc ça fait que je suis limité à la décision que je peux prendre. Je peux encourager, on peut parler politique, mais vu que je ne peux pas voter, ça fait qu'on est quand même assez limité. Mais oui, on a quand même ces débats-là. On essaie quand même de regarder ce qui se passe. On peut donner aussi quand même notre point de vue, tout en sachant qu'on ne peut pas voter. Mais de ce point de vue, quel peut être son rôle dans la consolidation de la démocratie au pays? Oui, alors, moi j'ai eu la chance d'hier de rencontrer le directeur de ELECAM. Ah d'accord. Oui, je l'ai rencontré hier. Oui, on a eu une belle conversation. Et il m'a dit, on a besoin de la diaspora. Mais il ne vous a pas dit pourquoi eux ne lèvent pas l'option de double nationalité qui vous permettrait... Il m'a dit qu'il... C'est une décision politique, c'est pas à son niveau. Oui, c'est pas à son niveau, mais il m'a quand même dit qu'on travaille là-dessus. Ah d'accord. Bon, je lui ai quand même dit que bon, c'est pas... Ça fait pas 2 jours que vous travaillez là-dessus, mais je travaille quand même. Ok. Oui, donc moi j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc on pense que oui, il faut un changement. Mais il faut un changement dans une transition de paix. Il faut un changement dans une logique déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi je dis toujours que tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Donc on peut bâtir sur nos acquis. Donc je pense que beaucoup de la diaspora pensent comme moi. Ceux qui ne sont pas celle diaspora qui pensent qu'on peut changer les choses sur Facebook, right? Ceux qui font le déplacement, qui viennent au Cameroun, qui comprennent les réalités des Camerounais, qui comprennent les difficultés et les challenges des Camerounais. Je ne peux que parler comme le directeur de ELECAM, c'est d'aller voter. Absolument. Si vous voulez le changement, allez voter. Si vous voulez que l'équipe sur place reste, allez voter. C'est les urnes qui vont vous donner votre voix. Mais n'avez-vous pas de frustration de ne pas être acteur? Je veux dire, vous êtes Camerounais, vous singulièrement et certainement d'autres, à travers vos activités, vous apportez à votre pays, mais vous ne pouvez pas faire le choix des dirigeants. N'y a-t-il pas une frustration derrière? N'y a-t-il pas un regret? Bien sûr. Moi, je suis dans la politique canadienne, très intégré dans la politique canadienne, dans le Parti libéral. Nous, on voit comment on fait des campagnes chez nous. Moi, quand je partais en campagne en 2018 au Canada, je voulais être le premier noir à être conseiller municipal de la capitale fédérale canadienne en 2018. Et j'ai acquis beaucoup de choses. Ça m'aurait intéressé de venir faire campagne pour quelqu'un au Cameroun. Beaucoup. Mais sachant que je vote, pas faire campagne pour faire campagne. Ça m'aurait... D'où les frustrations. Si aujourd'hui je décide que je veux peut-être être du parti au pouvoir, mais ça ne peut qu'être à travers des conseils ou des speeches. Tant que tu ne peux pas voter, tu es limité dans ta capacité de faire et de penser des choses. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune homme au Canada que j'ai trouvé très éloquent, c'est Cabral Libby. Je l'ai trouvé très éloquent. On s'est rencontrés au Canada, il venait et on a parlé. Et Adine, ça m'a donné l'occasion de connaître un candidat aux élections qui a un potentiel. Right? Donc moi, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses au Cameroun. Oui, très frustré parce que on ne peut pas voter. Donc, mais on espère simplement que les jeunes Camerounais
vont comprendre la force du vote, la force d'aller faire entendre sa voix. Nous, au Canada, si on vous vote aujourd'hui, et puis vous ne venez pas nous voir, on reste tranquille. Vous dites rien. Vous attendez la fin du mandat. On vous attend. À la fin du mandat, quand vous revenez, on ne vous regarde plus. Ah oui, c'est clair. Right? Et là, c'est du donnant-donné. C'est du donnant-donné. Absolument. L'un de mes très bons amis est le maire de la ville d'Ottawa. Quand j'ai réuni la communauté pour qu'on vote le maire, beaucoup ne croyaient même pas qu'il allait gagner. On m'a appelé, j'étais au Cameroun, je suis allé au Canada, j'ai réuni la communauté, dit que voici le futur maire. Le premier impact diaspora au Canada, c'est où le maire actuel fait son premier speech devant 500 personnes. Ok. C'est sur YouTube où il est en train de dire merci Franklin, j'espère que la communauté va voter pour moi. Et il devient le maire. Et maintenant tout le monde vient, permet-nous de rencontrer ton ami. Non, 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 il faut être là. C'est maintenant qu'il faut être là. Si moi je suis du RDPC, c'est maintenant qu'on va toquer les portes, qu'on va parler à la communauté. Si vous êtes du MRC ou bien de l'UNDP, il faut que votre voix soit entendue. Et c'est en allant voter. Alors, au-delà de la politique, si vous avez un message à adresser aux décideurs quant à la valorisation du potentiel des diasporains, des diasporiens, ce sera lequel? De ne pas penser que la diaspora, c'est une menace. La diaspora n'est pas une menace. Si nous, on revient au Cameroun, c'est parce qu'on aime notre pays. Et c'est parce qu'on est assez résilient. Donc, qu'ils ne pensent pas que la diaspora... Parce que j'ai parlé à pas mal d'autorités qui me l'ont fait savoir, qui pensent que la diaspora c'est une menace. Non, la diaspora c'est pas une menace. Nous sommes là pour accompagner notre pays. Oui, don't get me wrong, on a une ou deux personnes qui s'excitent sur la toile à faire des choses, mais il y a une diaspora qui se réalise. D'où le forum. Et j'en ramène des Camerounais de la diaspora qui se réalisent. Moi, je ramène des banquiers, je ramène des entrepreneurs, je ramène des gens qui pensent pour le développement de ce pays. Donc vraiment, c'est ça le message. Alors, en période électorale, là-bas, est-ce que vous organisez aussi des formes de campagne, des formes de... Est-ce que les Camerounais de là-bas s'organisent en communauté ou alors en union de partis pour marquer quand même, même s'ils ne votent pas, même s'ils ne sont pas ici? Mais je veux dire, comment ça se passe en général? Bon, oui, je sais que pour ceux qui votent, parce qu'il y a ceux qui votent aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a ceux qui votent. Déjà, nous, on les encourage d'aller effectivement s'enregistrer, parce que le Haut Commissariat va être ouvert pour ceux qui pourront voter. Right? Donc, il y a ceux qui votent et je pense qu'ils se mobilisent aussi. Donc, on est simplement limité, nous qui ne votons pas. Mais oui, il y a une communauté qui se mobilise. Il y a les gens du RDPC, il y a les gens des autres partis qui vont effectivement se mobiliser pour voter cette journée-là. D'accord. Une fois de plus, retournons au niveau des machines pour la suite en reportage et revenez derrière pour le dernier axe de cet échange. Ce sera le 12 octobre, le dimanche 12 octobre 2025. Les Camerounais iront aux urnes pour choisir le nouveau chef d'État. Dans un décret signé ce 11 juillet 2025, le président de la République, Paul Biya, convoque le corps électoral en vue de l'élection du président de la République. 3 articles au total qui lancent le compte à rebours. Première implication, la fin des inscriptions sur les listes électorales, mais le retrait des cartes est toujours possible, et ce, jusqu'à la dernière minute. Selon le calendrier préalablement annoncé par Elections Cameroun, les candidats à la magistrature suprême doivent désormais déposer leur dossier avant le 21 juillet, soit dans exactement 10 jours. La liste des candidatures retenues sera quant à elle disponible au plus tard le 11 août 2025. Enfin, la campagne électorale débutera le 27 septembre pour s'achever à la veille du scrutin, entendez, le 11 octobre 2025. Alors que plusieurs hommes politiques ont déjà annoncé leur intention de concourir, Paul Biya, 92 ans, président sortant, ayant passé 43 ans au pouvoir, garde encore le silence. Aussi bien dans l'opinion publique qu'au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti, la question de sa candidature ou non-candidature reste un mystère, chacun y allant de ses convictions. Le mystère, lui seul peut le briser. D'ailleurs, en 2018, c'est le 13 juillet qu'il choisit d'annoncer sa candidature sur Twitter. C'était un vendredi 13.
Retour sur le plateau, je l'ai dit, on va aborder les dernières lignes de notre échange ce soir. Nous sommes, je l'ai rappelé également, avec Franklin et Papin, Camerounais, parti il y a une vingtaine d'années déjà et qui a s'épanoui au niveau du Canada, choisi de faire un pont entre les deux continents, l'Amérique du Nord, le Canada, et puis les deux pays, le Canada et le Cameroun, pour évidemment qui s'est peut-être apporté un peu plus d'investisseurs. On vous a connu dans beaucoup de causes sociales au Cameroun. Quelles en étaient les motivations? Je veux dire, évidemment, il y a le volet social, il y a le volet éducatif, il y a le volet social, parce que vous avez le sentiment que c'est ce qui demande le plus, qui a le moins de moyens, qui a besoin de plus de soutien. Oui, oui. Là, on se dit qu'on a eu la grâce, peut-être de partir au Canada et d'être en mesure d'avoir le pain quotidien. Et on s'est dit donc en tant que chrétien, peut-être, il faut aussi donner un retour. Et on voit les difficultés que les Camerounais ont, surtout dans le domaine de la santé. Ça fait quand même quelque chose au cœur. Alors, ce que nous, on a toujours fait de grosses campagnes. À Yaoundé, avec le maire de Yaoundé 5, Augustin Bala, on a fait 3 campagnes. Et dans les 3 campagnes, je pense qu'on a déjà reçu presque 5000 personnes. Vous savez, pour certaines personnes, voir un ophtalmologue, c'est difficile. 15 000 pour voir un ophtalmologue ou encore pour aller chez un dentiste, c'est assez cher. Donc, raison pour laquelle, quand on fait une campagne, quand on fait ces campagnes-là, c'est pour donner la possibilité à cette communauté-là qui ne parvient pas de pouvoir avoir ces professionnels de la santé venus les donner des soins. En quoi ça consiste? Il s'agit d'apporter des soins ou de faire venir des spécialistes pour des consultations, suivi médical. En quoi consistent concrètement ces actions? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ramener des spécialistes parce qu'ils n'ont probablement pas accès à ces spécialistes-là pour donner des soins. On a eu des gens qui avaient des problèmes dans la bouche. C'était incroyable. Donc on a ramené des dentistes qui étaient en mesure de soigner des caries, de faire des extractions. Et ça se passait très bien. On a ramené des ophtalmologues, on a même ramené des lunettes pour pouvoir aider ces gens-là. Donc c'est un peu ce suivi-là. Maintenant aussi, on a ramené on a travaillé avec des cardiologues. Vous savez, habituellement, nous en Afrique, là, on part à l'hôpital quand on est malade. Ah oui, bien sûr. On n'a pas un suivi médical. Au Canada, on a la chance d'avoir les médecins de famille. Parce qu'on sait qu'à un certain âge, il y a des choses qu'il faut faire, des dépistages qu'il faut faire. Mais au Cameroun, malheureusement, ce n'est pas ça. Donc on essaye de venir faire cette prévention de la maladie. Vous avez également accompagné des jeunes victimes de violences, par exemple, les commerçants du marché de la gare. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus? Oui, la vérité, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de besoins dans notre pays. Il y a beaucoup de besoins et je pense que chacun peut faire sa part. Ce n'est pas très... Enfin, on dit toujours que M. Papin a sa façon de voir les choses. Je me dis toujours qu'à un moment, il faut donner un retour. Quand vous donnez, vous allez recevoir. Je pense à personne. Alors, nous, on a toujours accompagné ces personnes-là qui accompagnent aussi d'autres qui sont dans le besoin. Oui. Peut-on réussir à gagner à l'étranger sans redonner à son pays? Oh, beaucoup le font. Beaucoup le font. Et c'est là où on entre en jeu, on dit non, il faut donner. Ils vous disent, oh, qu'est-ce que le Cameroun m'apporte? Qu'est-ce que je vais même repartir faire là-bas? On est né où? On est né au Cameroun. Et on a eu la chance de voyager. Comment est-ce qu'on souhaite changer les choses si on ne s'implique pas? Vous voyez un peu. Donc, nous, on montre simplement cet exemple-là. Si on veut que les choses changent, il faut qu'on ramène, comme vous l'avez dit dès le début, ce que nous avons appris là-bas. Qui n'est pas toujours bon aussi, hein, qui n'est pas toujours bon. Mais prenons ce qui est bon et prenons aussi ce qui est bon aussi et faisons quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui, selon vous, je ne vais pas dire oblige, freine ceux des Camerounais qui se disent vraiment, ce pays, tant pis, moi je tourne le dos. C'est quoi? Ce sont des raisons politiques? Ils en ont marre de la gouvernance ou ce sont des raisons, ce sont des réalités de là-bas, parce qu'il faut aussi dire que tout le monde ne réussit pas à l'étranger. Oui. Qu'est-ce qui peut être la raison qui oblige ceux-là à avoir un frein au soutien ici? C'est ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup de réalités. Il y a les réalités canadiennes qui sont tough. Quand vous commencez à avoir 1, 2, 3 enfants, c'est facile d'avoir, bon, je ne vais pas dire c'est facile, mais contrairement à la France, vous pouvez facilement avoir une maison au Canada. On fait un crédit, vous prenez 2, 3 voitures et vous entrez dans une spirale de remboursement. Ça fait que c'est assez complexe de penser
investir au Cameroun, de penser projet au Cameroun. Vous vous dites non, mes enfants sont nés ici, je vis ici, j'ai une belle vie ici, pourquoi aller me donner le mal de tête au Cameroun? Donc il y a ce volet-là. Il y a aussi que oui, parfois, l'environnement économique et politique, c'est vrai que ça n'aide pas aussi souvent beaucoup, mais tout ce que moi je demande aux Camerounais, c'est d'être résilient. Le pays a besoin de nous. Si on veut qu'il change, on doit s'investir. Oui. Alors, il y a également les projets pour le futur, les générations à venir. On ne va pas tous partir au Canada. Non. Je veux dire, il ne faut même pas l'imaginer. Il ne faut même pas le vouloir. Il faut pas le vouloir. Alors, pour ces générations-là, est-ce que s'appuyer ou compter uniquement sur l'apport extérieur est-il le levier à activer? Sinon, quels sont les conseils que vous donnerez à ces jeunes pour qu'eux, ils restent, investissent et participent au développement? Comment y parvenir aussi? Oui, c'est très simple. Il faut déjà croire que notre pays a du potentiel. D'accord. Parce qu'il y a le mythe canadien. Moi, j'appelle ça le mythe canadien. Tout le monde veut partir au Canada. Mais on a eu ceux qui sont arrivés là-bas qui se sont cassés la gueule. Bien sûr. J'en reçois, j'en connais. Donc, je ne suis pas cette personne qui va encourager tous les Camerounais à vouloir partir au Canada. Non, du tout. Je peux encourager le jeune qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui a une cousine là-bas, qui trouve un créneau, qui le fait partir. Why not? Mais pour les Camerounais qui veulent rester dans leur pays, il faut qu'ils continuent à croire et à penser qu'on peut faire des belles choses. Si on ne pouvait pas faire les belles choses, les Chinois n'allaient pas venir ici. Mais pourquoi tout le temps les exemples des Chinois? Parce qu'ils sont ici. Ils viennent ici parce qu'ils sont nombreux là-bas. C'est une façon de parler. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, mais parce qu'ils ont vu le potentiel que nous avons dans notre pays. D'accord. Right? Donc moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on commence déjà à bâtir ça chez les jeunes. D'où le travail avec le ministère de la Jeunesse. Continuer à faire rêver les jeunes dans leur pays. Parce qu'on va vous dire que le Camerounais ne rêve plus faux. Le Camerounais rêve toujours, mais il veut simplement un environnement meilleur pour pouvoir exploser. Mais est-ce que vous percevez également une prédisposition ici, une ouverture, une oreille accessible pour permettre cet épanouissement-là? Oui, oui. Parce que pour avoir côtoyé un certain nombre de personnes, il y a des programmes qui sont ici au Cameroun, qui sont faits par le Cameroun et qui ne sont pas connus malheureusement. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites et bien faites qui ne sont malheureusement pas valorisées. Donc c'est un programme avec le ministère de la Jeunesse que je ne connaissais même pas moi-même. Donc je pense que oui, il y a une oreille qui fait un certain nombre de choses, mais je pense qu'il faut continuer à pousser. Franklin Papin, merci. On arrive au thème de cet échange, expérience, qui c'est peut-être pour montrer également à nos téléspectateurs le regard de là-bas et surtout l'investissement ici pour dire que rien n'est perdu et que qui sait peut-être on doit tous mettre la main dans la poche pour apporter à notre pays. Merci d'être venu partager cette expérience avec vous. Un pied au Canada, un autre au Cameroun donc. Franklin Papin est ce Camerounais de la diaspora depuis plus d'une vingtaine d'années qui est intégré, inséré dans son pays d'accueil, désormais son pays aussi, et qui tout le temps pense à revenir dans son pays d'origine, partager ce qu'il a gagné là-bas, ce qu'il sait faire là-bas pour le développement de notre pays. Merci à vous d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. D'entrée, je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir.